Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer l'étape numéro 10 de ce Giro 2020, étape au lendemain de la journée de repos. C'est toujours un petit peu compliqué, étape qui s'est encore déroulée dans des conditions climatiques qui n'étaient pas exceptionnelles, surtout la fin de journée avec pas mal de pluie, du froid également, et puis un petit peu de vent, et surtout une étape qui a été très animée avec une moyenne à plus de 43 km/h. On a eu une première heure de course à plus de 50 encore, ça a été assez... formidable, et c'était une étape qui n'était pas plate avec des... Alors sur le papier elle ne faisait pas peur, je sais plus le dénivelé positif mais il n'était pas si énorme que ça, mais avec des côtes très courtes, très pentues, et on a eu une course très animée, alors que ça aurait pu ne pas être le cas, on aurait pu être un petit peu dans la même situation que l'étape de samedi, ça avec une course qui se décante très tôt et il se passe pas grand chose, mais ça a été très animé, beaucoup de suspense. C'est vraiment une journée où les coureurs ont fait le spectacle, ont voulu animer la course parce que le parcours n'était pas forcément si prêté, mais pas tant que ça non plus. La dernière difficulté était quasiment à 15 bornes de l'arrivée, donc en plus il pleuvait, donc on aurait pu se regarder un petit peu en chien de faïence. Et on savait qu'aujourd'hui on ferait pas des gros écarts du côté des leaders, et pourtant on a donné beaucoup d'énergie, et ça c'est intéressant, ça a été sympa à regarder. Je peux vous dire qu'il faut la regarder en replay cette étape, même si vous connaissez peut-être le résultat, même si je vais certainement vous donner le résultat dans cette vidéo, il faut la regarder en replay parce que ça a été très animé et ça n'a pas débranché de la journée encore. Du côté du résumé, le début de course, on a eu énormément d'attaques pour prendre l'échappée, il a fallu au moins 50 km avant que l'échappée sorte. Et encore, l'échappée a mis encore du temps avant de sortir. On a eu un groupe avec Sagan, Villela, Cataldo, Swift, Ganna, Clark, Restrepo. Le problème, c'est qu'il y avait Sagan et le sprint intermédiaire. La Groupama a énormément roulé. Et puis, ils n'ont jamais réussi à revenir, mais pendant encore une bonne vingtaine de kilomètres. Je pense que l'échappée est vraiment sortie vers 95-90 km de l'arrivée. Voilà, on a eu quasiment 80 bornes à fond sur cette étape, donc un groupe donc avec Peter Sagan, Villela, Cataldo, c'est Movistar, Swift, Ganna bien entendu du côté de Ineos Grenadier, Simon Clark du côté de EF Pro Cycling et Restrepo du côté d'Androni. Groupama a roulé, Sagan sprint inter, il le remporte. L'échappée qui va avoir un écart au maximum de 4 minutes 30, ça sera un peu avant 50 km de l'arrivée. Et puis après, pas mal d'attaques à 40 km de l'arrivée, attaque de Cataldo, suivi de Sagan, Swift et Villela. Ganna qui va revenir, mais en mettant beaucoup de temps et en faisant un gros effort, il relâchera très rapidement ensuite derrière. On a plein de nouvelles attaques et en fait dans ce groupe-là, à 30 km de l'arrivée, vous avez Bilbao qui attaque dans le peloton, suivi par la crevaison de Domenico Pozzovivo qui va revenir à une vitesse folle. Puis à 19 km de l'arrivée, je fais assez vite, mais Swift et Sagan sont tous les deux seuls. Ils arrivent à lâcher Villela et également Cataldo. Après de multiples attaques de la part de Cataldo, ils arrivent à résister à Bilbao qui est juste derrière eux, et quand Bilbao on pense qu'il va revenir, et bien Sagan en remet une couche, attaque et sort seul, et il s'imposera. Du côté des coureurs de tête, Fuglsang lui va crever, va perdre pas mal de temps dans l'affaire, et n'arrivera pas avec le groupe de tête de ce côté là, et on passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, j'ai pas grand chose à dire. Je vais commencer avec Aurélien Paré-Peintre. Une journée pas mal, il est 30e de l'étape, il finit dans le groupe Fuglsang. Au général, il remonte avec les abandons multiples, avec les cas de Covid-19. Il remonte 20e, donc ce qui est pas si mal. Je sais pas, il est 3e au classement des jeunes. Non, il est un peu plus loin, il est 8e au classement des jeunes à 6 minutes 21. Mais voilà, il reprend également un petit peu de temps. C'est surtout au niveau du classement général. C'est pas mal 20e pour Aurélien Paré-Peintre. Il est à 6,21. Donc devant lui il y a Castroviejo, il y a aussi Samitier, je pense qu'il restera pas longtemps à cette place là, comme Arm Van Hoek. Donc c'est des positions qu'il peut essayer de gagner. Lui en plus il n'est pas encore parti en échappée, donc peut-être qu'en prenant une échappée en dernière semaine ça pourra le faire remonter au niveau du classement. Pour l'instant c'est un Giro plutôt solide que nous fait Aurélien Paré-Peintre. Il est à la place à peu près auquel je l'attendais, c'est-à-dire aux alentours de la 15e, 20e place, vous voyez. Il est vraiment dans, on va dire là on l'attend quand même
Aurélien Paré-Pinte, c'est dans ces positions-là et je pense qu'il va y avoir encore d'abandon. S'il réussit à pas abandonner, eh bien, il devra remonter dans le classement. Du côté d'Arnaud Démare, c'est pas une journée exceptionnelle par contre pour le Français. Lui qui partait avant cette étape avec plus de 60 points d'avance, eh bien il n'en a plus que 20 sur Peter Sagan. Après cette étape, malgré tout, le troisième de ce classement a abandonné, c'est Michael Matthews. Donc on sait que maintenant ça sera un match à 2. Sagan face à Démare et que sur le plat, Démare est meilleur que Sagan. Donc à lui maintenant, il va être dans l'obligation de rouler sur les étapes de plat quand il va vouloir gagner le sprint, donc ça va pas être si facile que ça quand même, mais c'est pas une très très bonne journée pour Arnaud Démare qui en plus a perdu un Mansell Kaldam qui a abandonné, donc c'est pas une journée top. Attaque de Marlou. On passe aux coureurs au top, et du côté des coureurs au top, je commence avec Peter Sagan, et quelle journée de Peter Sagan. Je sais pas si c'est la plus belle, parce que au niveau des victoires, parce qu'il en a gagné quand même pas mal des courses intéressantes, et puis il a souvent animé des courses. Par contre, pour moi, c'est la plus culottée celle-là, parce que sur une étape comme ça, il a gagné en étant un vrai puncher aujourd'hui. Il n'a pas gagné en étant sprinter. Il a gagné au punch. Il a gagné en écœurant ses adversaires. Ça, c'est extrêmement fort. Il n'a pas gagné tactiquement. Il a gagné parce qu'il était le meilleur puncher du groupe. Et quand vous avez des mecs comme Cataldo, comme Villela, vous vous dites, chapeau. Il y a quoi d'autre à dire sur cette victoire d'étape? Pas grand-chose. Certes, on pourrait dire beaucoup d'énergie pour revenir à 20 points. Oui, mais il revient à 20 points. C'est-à-dire, ça devient de nouveau un mec crédible pour le maillot cyclamen. Il garde de l'espoir pour ce maillot-là. Non, pour moi, c'est une très très belle journée de Peter Sagan. C'est la plus culottée. Il a été fort. Quand Bilbao attaque derrière, faut être fort mentalement, intelligent, parce qu'il attaque quand Bilbao allait revenir, pour dire ça a tué Bilbao mentalement. Et puis il fallait être fort pour réussir à faire ça. Dans les 10 derniers kilomètres, vraiment, il envoie comme rarement. Il nous étonnera toujours quand même, parce que j'ai été assez méchant j'ai été assez critique envers Sagan sur le dernier Tour de France. Je l'ai souvent mis dans les flops, en critiquant ses tactiques de course, en critiquant sa forme du moment. Et c'est vrai que sur ce Giro, je dois dire que c'est tout l'inverse. On n'a pas du tout le même Peter Sagan. On a un Sagan qui est impliqué, qui est motivé. Sagan, sur le Tour de France, il n'a pas tenté ce genre de coup vraiment tactique et il tentait pas de s'accrocher dans les côtes. Là, il s'est accroché. Alors certes, c'était une journée où il pouvait passer, mais de là à gagner l'étape, quand même, ce matin, on pouvait miser sur un Michael Matthews, mais Sagan, certes, on dit que c'est toujours un puncher intéressant. Il a jamais gagné des grosses classiques en étant puncher. À part sa première victoire, le Tour des Flandres, où il l'avait gagné en partant comme un puncher. L'Amstel, il n'a jamais été ultra performant. Même sur les grands tours, il n'en a pas claqué souvent des courses comme ça. Et puis, il faisait pas foncièrement la différence non plus dans ce secteur-là. Donc, c'est costaud de la part de Sagan de s'être imposé comme un véritable puncher. Et on peut l'applaudir parce qu'aujourd'hui il a fait vraiment une très très grande course. Je continue avec Domenico Pozzovivo, l'italien. Pourquoi Pozzovivo? Parce que il a crevé à 25-30 km de l'arrivée, à 30 km de l'arrivée dans une descente, il crève, il perd beaucoup de temps. Il n'avait pas d'équipier avec lui non plus, j'ai l'impression, du côté de chez NTT. Et puis surtout, le mécanicien d'MTT a complètement raté son changement de roue. Il est tombé même. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi. Et malgré tout, il revient dans le groupe, dans le peloton. Là, on se dit déjà... Bon, c'est costaud, parce qu'il roulait avant d'avoir la crevaison. Il roulait fort, donc on sentait qu'il allait mettre une mandale. On se dit, bon, c'est déjà bien, tu vois, il a déjà bien limité la casse, il est dans le peloton de tête. Et puis après, dans la montée de Tortoreto, il en remet encore. Il réattaque, il en remet une couche. Waouh! Mentalement, il faut être solide, quoi. Le mec est solide. Non, mais vraiment, à Tortoreto, paf, il leur claque une. Dans cette deuxième montée, je dis chapeau.
de bouche. Du côté de ce mec-là, non, Pozzovivo, mentalement, faut être costaud. Mais après, que Pozzovivo soit un coureur qui s'accroche, il a été détruit par le vélo, physiquement. C'est un coureur qui est détruit. Il a un bras qui est atrophié quand même. Un des deux bras. Il a une position sur le vélo il a une position qui est très particulière parce qu'il a un bras qui est atrophié à cause d'un énorme accident qu'il avait eu. Il en a pris des mandales dans la gueule, Pozzovivo. Et putain, là, ça fait du bien de le voir au top quand même. Un âge certes avancé, mais putain, s'il gagnait le Giro, ça serait quand même grandiose, Pozzovivo. Et pour l'équipe NTT également, qui financièrement n'est pas foncièrement au top. Et puis je termine du côté des coureurs au top avec Joao Almeida. Pourquoi ? Parce que le maillot rose a passé une belle journée, je trouve. Il a été mis en difficulté, mais il a su réagir au bon moment. Il a su faire les bons choix également. Et il prend des bonifications à la fin de la journée. C'est-à-dire, il perd pas de temps, il gagne même du temps sur la majorité de ses adversaires ce soir. Donc c'est vraiment une très très belle journée, bien épaulé également par Masnada et James Knox. Il a une équipe, et par Seri. Il a une équipe quand même pas mal solide, je trouve, Almeida. C'était pas une journée pour lui, parce que c'est pas un puncher. Almeida, c'est vraiment un grimpeur, un coureur de contre-la-montre. Un peu comme Tom Dumoulin qui devient coureur de grand tour, alors un peu plus tôt que Tom Dumoulin, mais qui monte un peu de la même manière que Tom Dumoulin, c'est-à-dire il aime pas trop les changements de rythme. Almeida, là il a été très très fort aujourd'hui. Non, faut le féliciter. Il a fait une très très belle journée. Je passe du côté des flops. Alors Diego Ulissi, parce qu'il a fait quand même pas mal rouler son équipe pour au final ne pas être dans le groupe de tête. C'est un petit peu décevant de la part du coureur italien. Mais souvent, quand on l'attend au top, il est rarement là. Fuglsang, c'est le grand perdant du jour. Jakob Fuglsang avec sa crevaison. Ou là aussi, le changement de vélo, ils l'ont fait comme ils pouvaient. Alors, je ne sais pas si ça devait être avec Fabio Felline ou un autre coureur. Après, aujourd'hui, Fuglsang, il finit à 1,38, c'est-à-dire à plus d'une minute du groupe Almeida. Donc au général, ça commence à faire beaucoup. Fuglsang, il est 11e à 2,20 désormais. L'écart commence à être un petit peu important parce que ça veut dire qu'il est à 1 minute 25 quasiment de Pozzovivo, à 1,20 de Nibali. Kelderman est quasiment 1,50 devant lui. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, 2-1. Donc, et en sachant que là, on a vu les faiblesses également d'Astana, les faiblesses de son équipe, parce que Felline, il était quand même pas dans le groupe de leader, et qu'on voit que le fait qu'il y ait eu des abandons en début de course, le fait qu'il y a eu les problèmes avec la Covid-19 également, des coureurs qui n'étaient pas prévus véritablement sur cette course, qui se soient retrouvés sur cette course, ce qui fait que Fuglsang, s'il veut gagner, il faudra vraiment qu'il soit très fort, parce qu'il a vraiment pas une équipe pour l'aider. Et ça va être un véritable problème pour le Danois. Et puis je termine avec la Covid-19 qui nous a éliminé Crosswhite, qui nous a éliminé Matthews, qui nous a éliminé la Mitchelton Scott au complet, la Jumbo Visma au complet. Satanée maladie, satanée... et puis je pense qu'il y aura d'autres abandons également dans les jours à venir, parce qu'il se peut qu'on ait des contrôles encore positifs. Peut-être même du côté de l'équipe de Kelderman. Ils ne sont plus que 144. Voilà. Maintenant, au classement général, ça fait plus grand monde au départ. Et on n'est qu'en début de deuxième semaine. Quand on sait ce qui va arriver en troisième semaine, il va y avoir des étapes surprenantes sur ce Giro. Parce que je pense pas qu'on l'arrête. Donc on va aller jusqu'au bout. Par contre, il va y avoir des étapes surprenantes. Et puis, bien entendu, pour les coureurs, la Covid... c'est rageant quand même quand tu vois Crosswhite. Alors tu te dis, après Crosswhite, il était un petit peu en difficulté il y a 2 jours, c'était peut-être déjà les signes de la Covid. Matthews aussi, qui n'avait pas été incroyable depuis le début du Giro, c'était peut-être aussi les signes de la Covid. Donc maintenant on va repérer un petit peu tous les coureurs qui sont un petit peu en difficulté, mais c'est frustrant. Et c'est là où tu te dis, est-ce que le protocole sanitaire est aussi performant que celui du Tour de France ? Après, on est aussi sur des périodes de l'année qui sont différentes. Je pense que le Tour de France s'est vraiment déroulé au bon moment. On le voit, c'est après que ça s'est dégradé, pas pendant le Tour de France. Ouais.
C'est sûr que la situation sanitaire n'aide pas vraiment la course et c'est un petit peu dommageable de perdre des coureurs et des équipes qui auraient pu avoir un rôle sur cette course. Donc c'est pour ça que je voulais mettre en flop la Covid-19. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, c'est une étape pour sprinter normalement qui se profile. On aura bien entendu la présentation de l'étape demain à 7h30. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur les Mecs Productions. Ciao ciao.